Ok, donc c'est 4h30. Je propose qu'on commence. Bonjour à tous, bienvenue et merci beaucoup de participer à notre webinaire qui s'appelle Difficultés financières, comment s'en sortir. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, ça va être de vraiment mieux comprendre les situations de détresse financière, d'en identifier les mécanismes et les facteurs déclencheurs et surtout de connaître les pistes d'action et les ressources pour y faire face. Et ce, donc, l'on soit directement concerné, proche ou un professionnel qui fait aussi face à des personnes dans ces situations. Donc, on vous remercie beaucoup de prendre le temps aujourd'hui pour aborder ce sujet qui est quand même très important. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Croix de notre organisation membre Caritas Suisse, ainsi que Caroline Gomez et Louise Verly de Caritas Genève, qui vont animer donc ce webinaire et partager leur expertise avec vous. Donc moi, je parle au nom de Profamilia Suisse, qui est l'organisation fêtière des organisations familiales. Et donc, c'est nous qui organisons ce webinaire. Profamilia Suisse, donc, on s'engage à mettre en lien les familles, les professionnels, les institutions et aussi les actrices du terrain ou les acteurs du terrain pour que chacun puisse accéder au soutien dont il ou elle a besoin. Et justement, ce webinaire, il est organisé en fait dans le cadre de notre répertoire centralisé de contactement. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce répertoire, c'est une page web où toute personne qui est confrontée à une difficulté peut trouver des ressources et du soutien sur beaucoup de thématiques différentes, que ce soit des difficultés financières, la santé mentale, la parentalité ou encore beaucoup d'autres sujets. C'est vraiment une plateforme digitale qui recense tous les points de contact disponibles en cas de problème, aussi bien des services publics que des associations ou des prestations régionales. Et donc l'ensemble est accessible de manière claire, gratuite, sans publicité, et grâce à des filtres de recherche et une carte interactive, la page web, elle vous permet d'identifier rapidement les offres les plus adaptées à la situation, au problème que vous avez et à la région dans laquelle vous vivez. Donc pour l'instant, le répertoire, il n'existe que dans la Suisse romande, mais à partir de la fin de l'année, le site va aussi être disponible en allemand et va comprendre toutes les organisations actives dans tout le pays. Donc n'hésitez pas à consulter Profamilia Suisse pour en découvrir plus sur profamilia.ch. Et donc pour revenir au webinaire, donc, après la présentation, un temps va être consacré à vos questions et aux échanges. Donc, pour ce faire, vous pouvez dès à présent et aussi pendant toute la présentation écrire dans le chat Q&R. Normalement, ça devrait s'afficher en haut de votre écran. Vous pouvez poser vos questions là-dedans. Je vais les rassembler et à la fin de la présentation, je vais les regrouper et les poser aux intervenantes. Le webinaire, si jamais, est aussi enregistré et donc va être publié sur YouTube. Donc, si vous souhaitez le revoir, le lien va être disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Et on reste bien sûr à votre disposition après le webinaire pour toute question complémentaire que vous pourriez avoir. Et enfin, si le webinaire vous a plu, sachez qu'on en organise 3 par année. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou même à vous abonner à notre newsletter pour rester informés. Et j'ai maintenant passé la parole à nos intervenantes. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne parfait. Et est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Alors, merci pour cette invitation. C'est avec plaisir que je vous partage donc mon expérience chez Caritas Suisse et la présentation que j'ai préparée aujourd'hui sur le thème difficultés financières, comment s'en sortir. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Croix. Ça fait un peu plus d'une année que je travaille comme juriste chez Caritas Suisse. Voilà, donc pour la présentation, je commencerai par un peu présenter l'organisation pour que ce soit un peu plus clair. Ce sera rapide, hein, bien évidemment. Les enjeux auxquels on fait face, les offres et services, et pour finir, les actualités et les perspectives en matière de dette, endettement sur endettement. Donc, qui sommes-nous? C'est vrai qu'on a toujours parlé un peu de Caritas sans savoir vraiment ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. On est peut-être plus connu pour le côté migration, un peu moins pour dette, alors qu'on en fait aussi beaucoup. Donc, on est une association d'utilité publique indépendante. Le siège est à Lucerne. Et Caritas Suisse regroupe à peu près 1500 collaborateurs, dont un peu plus de 300 qui sont à l'étranger. Moi, je suis juriste au Centre de compétences droit et pauvreté. C'est un centre qui est nouveau, qui est récent, qui a été établi depuis le 1er février 2026, donc il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Le service qu'on proposait existait déjà un peu sous une autre forme avant, mais maintenant, on a établi un vrai centre de compétences.
On travaille en collaboration avec les Caritas régionales et les partenaires locaux et cantonaux, qui est un peu mieux expliqué sur cette slide. Donc, en tant que bénéficiaire ou en tant que personne ayant des difficultés financières, par exemple, vous pouvez aller directement dans un Caritas régional ou bien un CSP l'Hospice général, enfin, tous les membres, enfin, il existe plein d'associations de ce style-là. Et ces associations font partie de l'association fêtière d'Aide Conseil Suisse. Et si une question juridique se pose, par exemple en rapport avec votre situation et que l'association que vous avez contactée n'a pas la réponse, elle peut venir nous contacter, le centre de compétences, avec votre autorisation bien évidemment, et on peut regarder pour donner un appui juridique. Euh, donc, quel est notre rôle? Je l'ai un peu expliqué brièvement. Donc, le but ultime, enfin, le rôle ultime, c'est l'accès aux droits en matière de lutte contre la pauvreté. De manière individuelle, donc on a ce centre de compétences qui donne des conseils juridiques, comme expliqué, aux partenaires locaux et régionaux. On peut aussi faire des représentations en justice ponctuelles pour des cas complexes de surendettement. Alors moi, je suis juriste, je suis pas avocate, mais il y a aussi des avocats dans le centre de compétences. On regroupe on est plusieurs personnes à travailler ici. Et je présenterai aussi plus tard, plus en détail, mais on peut aussi faire des octrois ciblés pour des prêts d'assainissement ou de représentation en justice. On a un projet avec la Banque alternative suisse. D'une manière structurelle aussi, on essaye de mieux faire passer certains messages. On est actif dans la formation, dans les échanges, dans la consultation de lois, on fait partie de commissions, de groupes de travail. Le but étant toujours de sensibiliser un peu à tout ce qui est des thématiques en rapport avec les dettes et d'enlever le tabou en fait finalement qui se crée là autour. Donc, comme c'est le schéma que j'expliquais avant, donc les bénéficiaires, donc, qui sont représentés par des P carrés rouges des personnes, vont consulter les organisations régionales et dans certains cas, ces organisations régionales peuvent, avec l'accord des bénéficiaires, venir nous contacter, nous, Caritas Suisse, donc le centre de compétences dont je parlais, pour des questions liées au crédit à la consommation, l'aide sociale, poursuite pour dette et faillite, assurance sociale. Les 95% représentent le conseil juridique et les 5% que vous voyez à gauche peuvent être la représentation ponctuelle en justice. Ces 4 carrés de thèmes que l'on traite sont plus vraiment d'actualité que le centre de compétences. On s'élargit, enfin le but est en tout cas un élargissement, enfin, sont d'actualité, mais on traite encore plus de sujets. Donc quels sont les enjeux? Qui est concerné? Donc en Suisse, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, on a près d'1,5 million de personnes qui sont menacées par la pauvreté et on a plus de 700 000 personnes qui sont directement touchées par la pauvreté, ce qui représente environ 10% de la population suisse, les 10% correspondant aux personnes touchées, les 700 000. Donc, c'est là où on voit que ça représente énormément de personnes, ce qui est un sujet, et on sait très bien que c'est un sujet tabou en Suisse, mais en fait, ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Les groupes les plus exposés, donc on a les personnes qui vivent seules ou les ménages monoparentaux avec les enfants mineurs, des personnes sans formation post-obligatoire, des personnes de nationalité étrangère, d'Europe de l'Est ou hors UE, et des personnes qui vivent dans un ménage où personne n'exerce une activité rémunérée. Puis quelles sont les causes du surendettement? Donc c'est là où on se pose la question. Donc il y a ce schéma que vous voyez, enfin ce tableau que vous voyez avec les pourcentages. Et je le trouve toujours très intéressant, ce tableau, parce que finalement, on voit que plus de la moitié des cas de surendettement, donc 56% des cas, sont dus aux trois grands événements, qui sont soit séparation, divorce, soit le chômage, soit la maladie et l'accident. Donc, c'est vraiment 3 causes qui peuvent toucher n'importe qui, tout à chacun, et qui sont complètement inhérents à la personne. C'est pas des causes qu'on a cherchées ou qu'on... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde, donc personne n'est à l'abri et on voit que plus de la moitié des cas de surendettement ne sont pas dus à un comportement fautif ou comme pourrait s'imaginer l'imaginaire collectif. Il y a donc 26% qui sont dus à des comportements évitables, qui se traduit par la gestion téméraire et charges fixes élevées, ce qui finalement représente à peine un quart des cas, 25%.
Donc, c'est vraiment pas la majorité, vraiment pas. Il y a aussi un pourcentage, 22%, qui sont dus à des insuffisances de compétences administratives et cognitives. Il y a 11% dus à l'échec d'une activité indépendante et seulement 8% dus à des addictions, ce qui est aussi intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est la cause numéro 1 ou la numéro 2, alors que finalement, ça représente quasiment enfin, presque personne qui sont surendettés. Donc voilà, vraiment, ce schéma, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête, ce tableau, en se disant que plus de la moitié des cas sont dus à des causes complètement étrangères à la situation, enfin à la personne, et qui peuvent vraiment arriver à tout à chacun. Donc, un autre point intéressant, c'est de savoir qui est titulaire des créances, donc à qui les personnes surendettées doivent de l'argent. Puis là, on voit donc le fromage, donc vous avez le fromage avec la partie en rouge fluo, enfin rouge, et en fait 55% des dettes, donc les 55% de l'argent qui est dû à l'État, à travers les impôts, les primes de l'assurance maladie ou encore les avances de contribution d'entretien, donc des pensions alimentaires. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, pardon, parce qu'on a l'impression que enfin, que l'État va rechercher l'argent, puis en même temps, il paye des avances pour aller rechercher l'argent. Donc, c'est là où on voit que le système aujourd'hui, il arrive à ses limites et que ça ne fonctionne pas quand on voit ce schéma. Seulement, la partie orange, ça représente le secteur privé. On a la partie jaune qui représente les crédits aussi, les crédits à la consommation, par exemple, les crédits de leasing, ce genre de choses. Le orange clair, les particuliers, et les 6% en gris, les dettes commerciales. Donc, on voit vraiment que le créancier majoritaire, c'est l'État. Là, on a un schéma, je vais passer rapidement dessus, mais c'est juste en rouge, vous avez le montant des dettes d'impôt. Donc, on voit qu'il évolue au fur et à mesure des années d'endettement. Ça, c'est dû surtout au fait que les impôts ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites, ce qui veut dire que si vous êtes en saisie de salaire auprès de l'Office des poursuites, vous ne pourrez pas payer vos impôts. C'est juste impossible avec le budget qu'on vous laisse à disposition, dans votre minimum vital. Et en fait, vous allez rembourser certains créanciers, mais vous endetter auprès de l'État par rapport aux impôts. On a en noir, c'est la partie qui représente les crédits, donc crédit à la consommation, ce qui stagne plutôt au fur et à mesure de l'endettement. Et en gris clair, enfin en gris, c'est les dettes des primes LAMAL que les personnes endettées ne pourront pas non plus forcément rembourser et qui s'accumulent. Donc, un autre point aussi qui est intéressant, c'est quand parle-t-on de surendettement? Parce que c'est une notion un peu vague, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. En tout cas, ça ne correspond pas à un retard de paiement. Si une fois, vous n'arrivez pas à payer un mois, mais que vous arrivez à compenser le mois d'après, vous n'êtes pas surendetté. Alors, ça ne correspond pas à la notion, en tout cas, juridique du terme. C'est pas non plus un fort endettement forcément. Si vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, vous avez une dette hypothécaire, vous n'êtes pas surendetté. Vous êtes endetté, mais pas surendetté. Et également, ce n'est pas un refus de paiement si vous avez un litige. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord de rembourser quelque chose parce que vous n'êtes pas d'accord sur la qualité du produit ou parce que vous êtes fâché avec la personne à qui vous devez rembourser, etc. Ça ne correspond pas non plus à la notion juridique du surendettement. On parle de surendettement lorsque votre part donc, lorsque la part du revenu disponible après la couverture du minimum vital ne permet pas de répondre aux obligations financières dans un délai raisonnable. Donc, avec vos revenus, lorsque vous avez payé votre minimum vital, donc votre loyer, votre montant de base, vos aliments, vos nourritures, il y a encore vos primes LAMAL, il y a encore certains autres postes, et que ça, vous n'arrivez pas à payer l'entier avec vos revenus, on parle de surendettement. Dans un délai raisonnable. Qu'est-ce qu'on entend par délai raisonnable? On entend 3 ans. Donc 36 mois, 3 ans, c'est la même chose. C'est des délais qui viennent des lignes directrices de dette conseil suisse, mais également qui sont issus de la loi, donc la loi sur le crédit à la consommation, qui indique que le remboursement d'un crédit est possible, ne met pas la personne dans une situation de surendettement si celle-ci peut le rembourser en 3 ans. Donc ça vient aussi d'ici, c'est aussi le législateur qui parle de ce délai de 3 ans, les lignes directrices également. Puis maintenant, comment sortir du surendettement? Donc, il existe à l'heure actuelle 4
possibilités, si on veut, pour sortir, enfin en tout cas instruments juridiques pour sortir du surendettement. Donc on a la première qui est l'accord extrajudiciaire. C'est pas donc pour ça, il faut prendre contact avec les créanciers et leur proposer un plan de paiement dans un délai raisonnable idéalement. Et puis la personne qui fait ça, donc soit pour elle-même, soit le centre de conseil qui vous aide à le faire, doit prendre contact avec tous les créanciers et leur proposer un plan de remboursement avec, par exemple, un pourcentage réduit. Le problème, c'est que il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, on verra ça sur la slide d'après, ça a quand même vite ses limites. Il existe le règlement amiable des dettes, le concordat judiciaire et la faillite personnelle. C'est les 4 instruments qui existent aujourd'hui. Donc, comme dit, l'accord extrajudiciaire, la case blanche en haut à gauche, donc faire ça seul, sans connaissance juridique, c'est très vite compliqué, bien évidemment. Donc, il faut déjà un appui socialo-juridique pour donc un centre enfin une Caritas régionale ou bien un partenaire qui vous aide. Et surtout, le problème le plus conséquent, c'est qu'il vous faut l'accord de tous les créanciers. Donc, si vous n'avez pas l'accord d'un seul, votre plan de désendettement ne pourra pas être accepté par les autres et ne fonctionnera pas. Le règlement amiable des dettes, vous avez aussi ce problème de l'unanimité. Donc, si un des créanciers n'est pas d'accord de voir baisser sa créance, vous ne pouvez pas le proposer aux autres parce que ça ne fonctionnera tout simplement pas. Et en plus, ça s'accompagne de frais. Donc, vous allez encore payer pour faire cela et vous devez obtenir l'unanimité. Il y a le concordat judiciaire, ce qui à la base est prévu surtout pour les sociétés, qui est aussi possible pour les personnes physiques. Là également, là par contre, vous n'avez pas besoin de l'unanimité, vous avez besoin d'obtenir certains quotas, mais il y a beaucoup de frais, c'est une procédure longue, c'est chronophage, ça prend du temps et de l'énergie, donc ce n'est pas non plus une perspective très réjouissante. Et il y a la faillite personnelle, qui est peut-être un peu plus connue, mais qui demande des frais. Et à la fin, si vous obtenez, le juge vous octroie la faillite personnelle, vous allez avoir des actes de défaut de biens, ce qui n'est pas un assainissement, ce qui veut juste dire que les créanciers ne peuvent pas revenir chercher l'argent tant que vous n'êtes pas revenu à meilleure fortune. Sous-entendu que dès que vous revenez à meilleure fortune, vous devrez repayer. Donc, à l'heure actuelle, comme dit, on n'a pas de bonne solution en Suisse en tout cas. Les offres et services. Donc, on a chez Caritas Suisse, enfin en lien avec Caritas Suisse, le service d'aide conseil, qui est une hotline gratuite et anonyme, c'est SOS Infodette, pardon. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, donc le 0800 708 708 avec les horaires. C'est un service en ligne gratuit et anonyme où vous pouvez obtenir des informations sur votre situation, si vous pouvez poser des questions auxquelles vous pouvez obtenir des informations pour vous aider. Dès 2027, donc dès l'année prochaine, on a pour projet de mettre en place un chatbot, donc avec l'intelligence artificielle qui s'appellera Caritas Go. Là aussi, vous pourrez poser vos questions. Ce sera aussi également gratuit et anonyme pour obtenir des conseils rapides et être dirigé vers les bons services et les bonnes personnes. Il y a aussi des consultations en ligne avec le lien en dessous. Et information, conseil et suivi, donc ça, ce serait plutôt ce que nous, on offre aux Caritas régionaux, partenaires régionaux. On a le projet, donc je parlais avant, avec la Banque alternative suisse en collaboration, qui s'appelle Nouveau Départ, Neustart en allemand. Donc, il faut bien évidemment remplir certaines conditions. Ce n'est pas octroyé à tout le monde, ça je tiens juste à le dire, à le préciser. Il y a certaines conditions qui doivent être remplies et dans le cas où vous remplissez les conditions et que vous avez un dossier qui pourrait obtenir cette aide, il s'agit d'un prêt sans intérêt, donc prêté en collaboration avec Caritas et la Banque alternative suisse et qui vous permet soit de vous rembourser, enfin vous permet de vous assainir, enfin d'assainir votre situation financière, soit qui prend en charge les frais de justice dans le cas d'une représentation en justice. Attention, ces demandes, elles peuvent uniquement être déposées par les professionnels, donc les membres de Dette Conseil suisse, et vous devez d'abord aller voir un partenaire local ou régional pour que celui-ci fasse la demande. On ne peut pas traiter malheureusement les demandes directement émanant de privés pour une question de... Enfin, on n'y arrive pas et il faut d'abord aller contacter un partenaire qui lui-même fera la demande. On a aussi la carte culture, qui est une carte donc gratuite pour les personnes avec un budget serré.
Elle permet de la réduction d'au moins 30%, donc de 30 à 70%, et certaines offres sont gratuites normalement, chez des partenaires en Suisse, donc qui permet aux personnes bénéficiant de la carte culture de faire des activités aussi, des sorties en famille, seul. Enfin, il y a beaucoup de partenaires, il y a plus de 4000 partenaires en Suisse, et de permettre l'intégration dans la société simplement, et puis empêcher l'isolement social, pouvoir encore participer à la vie. Euh, pour obtenir cette carte culture, il faut passer chez la Caritas de votre région. Les conditions d'octroi sont régionales, mais une fois que vous l'avez, elle est valable dans toute la Suisse. Vous pouvez faire également la demande en ligne. Je ne sais pas si le PowerPoint sera mis à disposition. Il y a le lien hypertexte, mais sinon, vous pouvez regarder simplement Carte Culture Caritas et vous allez tomber sur le site directement. Donc, pour les actualités et perspectives, je disais avant qu'on n'avait pas de procédure d'assainissement tout court en Suisse, correcte et accessible. Ça va normalement changer dans les prochaines années. On a la loi sur les poursuites pour dette et faillite qui est en train d'être modifiée et qui va prévoir dans les prochaines années une vraie procédure d'assainissement. Donc, pour permettre aux personnes de faire directement, pardon, il y aura certaines conditions également à remplir, mais une fois qu'elle sera passée par cette phase d'assainissement, ensuite les dettes seront vraiment effacées. Une procédure concordataire simplifiée, je vous ai dit avant que c'était prévu pour les entreprises à l'origine, et là, faire un réconcordat pour les personnes physiques. Aussi, il y a aussi comme projet d'intégrer les impôts dans le minimum vital pour éviter d'accentuer les dettes. Et dans la loi qui change, ils ont également prévu normalement une offre de conseil gratuit obligatoire dans chaque canton. Chaque canton devra prévoir un, un centre qui donne des conseils gratuits financés par le canton pour les questions juridiques en lien avec les dettes. Voilà, je vous remercie. J'ai juste vu passer la question. Je ne sais pas si on répond tout à la fin ou bien si vous voulez que... Je pense qu'on peut tout rassembler à la fin, comme ça on peut passer directement à la deuxième présentation. Ça me va très Et, bien. euh, et d'ailleurs, du coup, pour les participants qui nous ont rejoints en cours de route, si jamais vous pouvez poser vos questions dans le chat et dans l'onglet Q&A, et on va tout rassembler à la fin de la deuxième présentation. On va les poser à nos intervenantes et puis elles vous répondront à ce moment-là. Merci beaucoup pour votre attention, pour la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant la parole à Louise Verly et Caroline Gomez qui vont nous présenter donc la perspective de Caritas Genève. Oui, alors, désolé, on n'est pas très très pro, mais on va essayer de partager notre écran. Vous nous direz si ça joue. Écran, mais et il faut que je mette ça en plein écran, je crois. Mode lecture, mode. Pardon. Hein. Je sais plus comment. Voilà, ça, c'est bien? Parfait. Ok. Et puis après, pardon, on passe les slides comme ça. Et puis par contre, pardon, encore un petit réglage, parce que comme on est deux, il faut qu'on ne se voit pas là en retour caméra. Du coup, peut-être pour que... Attendez, parce que... tant pis, mais c'est juste que je voulais juste qu'on... Vous nous voyez bien les deux? On ne se voit pas du tout dans la caméra, mais on a orienté un petit peu l'écran. Alors, donc, nous, on est les deux assistantes sociales à Caritas Genève. Et puis, au menu de la petite présentation qu'on vous a prévue, c'est Caroline qui commencera, mais on va vous parler donc plus précisément de la consultation sociale à Caritas Genève, de qui sont les personnes qu'on accompagne, des signaux d'alerte qui nous font tilt quand on parle de difficultés financières, des moyens d'action à notre disposition, puis après des droits sociaux qui existent en Suisse et puis certains qui existent plus spécifiquement à Genève, de cette hiérarchie des prestations sociales à Genève, et ensuite un petit peu des exemples plus détaillés d'aide spécialement pour les familles, pour les jeunes en formation, et puis une vignette un petit peu pour inspirer de la situation d'une personne que moi j'ai personnellement accompagnée, enfin que j'accompagne toujours, qui illustre un petit peu voilà, notre travail au quotidien. Voilà.
Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler pour commencer de notre consultation. Donc, elle se compose de 2 responsables et 12 assistantes sociales qui travaillent aussi bien sur des questions de précarité socio-économique que de désendettement. Nos prestations sont gratuites. La prise en charge des situations suit un protocole qui est plutôt bien établi. Nous ne faisons pas d'accueil physique pour commencer, mais nous faisons des évaluations au téléphone selon une liste de critères bien établis. Et l'accueil se fait par la suite en présentiel pour étudier avec la personne sa situation, qui, si elle répond aux critères, sera remontée ensuite en colloque et on se répartira les suivis. Je vous fais aussi remarquer qu'il est assez difficile de nous atteindre. C'est vrai que notre permanence téléphonique est assez chargée et on a 4 possibilités dans la semaine de nous atteindre, 4 matinées, 4 fois 1 heure le matin. Donc, voilà. Mais c'est vrai que enfin, les personnes qui font appel à nos services nous disent que c'est difficile de nous atteindre. Donc, aussi, dans notre travail, nous respectons toujours le principe de subsidiarité. Donc, nous n'entrerons pas en matière quand nous détectons assez rapidement que la situation relève d'autres institutions. Donc, on va rediriger les personnes vers ces instances. À Genève, c'est souvent l'Hospice général, l'aide sociale cantonale, vers des services sociaux dans les communes des personnes qui nous contactent. Si c'est des personnes plus âgées, on peut les orienter aussi vers Pro-Sénectouté. Nous pouvons donc nous orienter vers des accompagnements individuels à raison en moyenne de 2 rendez-vous par mois. Mais c'est clair que si la situation présente une urgence plus urgente, on va s'adapter et on peut voir des personnes chaque semaine. Il peut arriver qu'on doive intervenir pour un logement qui risque d'être perdu ou qui vient d'être perdu ou au moment de la perte de l'emploi. On fait aussi des prestations ponctuelles en nature lors de permanences qu'on appelle les permanences bons. Et là, ça nous permet de proposer une aide non financière mais sous forme de bons. Nous les détaillerons par la suite. Nous avons la chance d'avoir un service juridique qui est proche de nous, donc nous avons une certaine proximité avec ce secteur et nous pouvons en fait nous tourner facilement vers eux pour des questions, des avis, pour partager sur des suivis qu'on a en commun. Les questions, elles peuvent porter sur le droit des étrangers, sur les assurances sociales ou sur des crédits à la consommation. Et puis, encore une autre chose, mais bon, là, on a résumé un petit peu pour vous ce qu'on faisait. On fait bien d'autres choses, mais une chose aussi importante qu'il nous semblait important de vous mentionner, c'est que nous proposons des ateliers de formation et de prévention sur des questions qui peuvent concerner le budget et les dettes, l'assurance maladie ou les droits sociaux. Et on s'adresse à des publics très variés. Ça peut être des élèves de cours de français, des seniors, des élèves du secondaire 2. Hein. Alors, maintenant, qui sont les personnes que nous accompagnons? Alors, ça peut être aussi bien des personnes qui vivent dans un grand dénuement financier, qui traversent une précarité socio-économique, qui peuvent être à la rue, mal logées, sans statut légal. Mais ça peut aussi être des personnes qui ont un emploi ou qui ont un emploi qui n'est pas forcément bien rémunéré ou bien rémunéré, ou des personnes qui disposent de ressources financières aisées, mais qui se trouvent surendettées. Ça peut être des personnes seules ou des couples avec ou sans enfants. Et nous observons aussi que nous accompagnons beaucoup de familles monoparentales. En 2025, nous avons accompagné 795 personnes qui représentaient 89 nationalités. Et la nationalité la plus prépondérante était la nationalité suisse.
Donc voilà, lorsqu'une personne, quels sont les signaux d'alerte de la détresse financière? Donc, comme il a été précédemment dit, lorsque cette personne ne peut pas faire face à ses obligations financières courantes, principalement, on observe que ça concerne souvent le loyer, les assurances et les assurances maladie, ou elle ne peut pas faire face ou elle a à ses obligations financières ou très péniblement, malgré des gains, c'est pénible pour elle de joindre les deux bouts. Ceci peut avoir un impact sur les ressources qui subsistent et un impact direct, par exemple, sur le fait de s'alimenter. Voilà, c'est ce qui remonte dans la discussion que l'on aura alors avec elle, dans les questions qu'on va lui poser. On comprend facilement qu'il est difficile pour elle de faire face. Un signal d'alerte se situe aussi dans tout ce qui est invisible, qui ne va pas être, qui ne va pas, par exemple, apparaître dans un extrait de l'Office des poursuites. La personne, elle n'a pas forcément encore de dette à l'Office des poursuites, mais elle nous dit avoir effectué divers emprunts auprès de proches, auprès de personnes de sa communauté. Ces dettes, elles ne sont pas recensées. Dans ces cas-là, on entend parfois parler de taux usuriers, de taux d'emprunt usuriers. Ça peut aller, par exemple, à 10% de taux. Et ce n'est pas un taux annuel, mais un taux mensuel. Ce qui met très rapidement la personne en difficulté parce qu'elle peut se retrouver à n'arriver à ne payer que les intérêts, mais pas la somme qu'elle devrait rembourser. Il peut aussi y avoir le recours aux cartes de crédit et on sait qu'il y a beaucoup d'offres alléchantes pour attirer les personnes, les jeunes notamment, mais aussi dans certains commerces. À Genève, on a par exemple une carte d'un grand magasin qui est très facilement accessible et qui est très utilisé et qui met les personnes donc dans la difficulté. Alors, quels sont nos moyens d'action? Que pouvons-nous faire? Donc, notre premier outil pour évaluer la situation financière de nos consultants et de nos consultantes repose sur le budget. Le budget qu'on va étudier avec elles et qui recense tous les revenus et les dépenses mensuelles. Donc, vraiment, on invite la personne à ne rien taire et à s'ouvrir sur cela. Donc, on va lister vraiment. On va lister. On est en train de remettre les informations. Donc, on va élaborer avec la personne qu'on accompagne son budget et on va vite se rendre compte si ce budget est équilibré ou s'il ne l'est pas. À ce moment-là, on va aussi regarder avec elle s'il y a des possibilités de réduire certains postes de son budget et on va ensuite la soutenir pour faire valoir ses droits sociaux. Donc ça, c'est un travail qui nous prend un peu de temps, mais qu'on met en place gentiment avec elle. Et c'est vrai que ça se base aussi sur un rapport de confiance. Il faut qu'elle se sente en confiance pour nous parler, en fait, parce qu'on peut des fois avoir l'impression d'être un peu intrusif selon certaines questions. Mais voilà. Donc ça, on prend beaucoup d'égards pour arriver à aborder ces questions avec la personne. Et c'est vrai que de poser les choses sur papier, ça permet des fois de se rendre compte qu'effectivement, on avait l'impression que ça ne jouait pas, mais là, c'est des chiffres, c'est devant nous, c'est sous nos yeux. Donc, ça peut des fois voilà, éveiller déjà chez la personne le sentiment de je n'avais pas conscience que c'était à ce point-là. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir regarder si les droits sociaux ont déjà été sollicités, qu'est-ce qu'il y a qui existe déjà, et si c'est nécessaire, on pourra s'acheminer vers un travail s'il y a un surendettement, de désendettement,
si c'est possible. Sophie Croix vous en a déjà parlé auparavant. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. À Caritas, on se penche plutôt sur ce que vous avez appelé l'accord extrajudiciaire. Donc, maintenant, pour revenir un petit peu sur ce qu'on fait en dehors de ces suivis, on accueille aussi des personnes de façon ponctuelle pour remettre des bons à nos permanences. Donc, ces bons, ils peuvent concerner des besoins en alimentation. Donc là, on a à Genève, on remet une attestation pour les Colis du Cœur, c'est une sorte de banque alimentaire, et des cartes pour nos épiceries Caritas. On peut remettre des bons pour les vêtements et les personnes s'adresseront alors au vestiaire social. Pour des meubles, quand c'est nécessaire, on peut donner un bon pour notre recyclerie que nous avons à Caritas Genève. Pour des services divers, comme par exemple une coupe chez le coiffeur qu'on n'arrive plus à se payer, on peut aussi remettre une carte suspendue. Et je note ici que nous n'avons pas de carte culture à Genève. Nous pouvons aussi… Dans les autres cantons, la carte suspendue, la carte culture fait office de carte suspendue. Allez voir si jamais c'est un nouveau projet super qui existe dans les cantons, surtout Genève, Vaud et un petit peu Fribourg. Voilà, et qui est très apprécié. En tout cas, on a des retours très positifs. Nous pouvons aussi effectuer des aides financières grâce à nos fonds internes ou à des demandes ou nous pouvons aussi faire des demandes de fonds externes. Par exemple, on peut le faire pour des loyers en retard, pour racheter des dettes, pour des factures de dentiste, des frais de formation, des factures médicales, des soutiens, le soutien pour des activités de loisirs pour les enfants, pour acheter des lunettes. Enfin, c'est très varié. Donc, notre accompagnement en filigrane, il repose toujours sur un soutien psychosocial et on peut aussi viser à certains moments l'orientation vers d'autres services si on voit que ça peut compléter le soutien que l'on apporte. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Louise. Oui, merci. Alors, je reviens un tout petit peu l'ordinateur comme ça. Alors, pardon, c'est pas super. Voilà. Voilà là, une liste qui n'est pas forcément exhaustive de quand on parlait de faire valoir les droits. Justement, quand on va faire le budget de la personne, on va nous tout de suite se rendre compte dans les revenus, s'il manque en fait des revenus dont la personne aurait le droit, parce que bien souvent, il y a ce qu'on appelle le phénomène du non-recours, avec beaucoup de personnes qui ne font pas appel aux droits auxquels il et elle auraient le droit, souvent parce qu'il y a une certaine méconnaissance, ça peut faire peur, et puis c'est très compliqué en fait. Et on passe beaucoup de temps à remplir des formulaires pour essayer d'obtenir ces différents droits, et même pour nous, c'est compliqué. Il y a beaucoup de subtilités. Alors, dans un droit très classique, mais qui est parfois pas demandé, parce que suivant les situations, il peut être automatique. Là, il y a des grandes différences dans les cantons sur la manière dont ça fonctionne, mais à Genève, par exemple, donc, je parle des subsides d'assurance maladie. À Genève, c'est automatique pour les personnes qui remplissent une déclaration d'impôt. Donc, plutôt, a priori, les personnes suisses et les personnes avec permis C. Les autres doivent faire la demande. Dès qu'il y a un changement de situation, il faut faire une demande. Pour les jeunes adultes aussi. Voilà, donc, et puis il y a des fois, même nous, on ne sait même plus quel formulaire utiliser parce que c'est assez complexe. Donc, ces prestations ne sont pas forcément dans un ordre très logique, mais donc j'ai mis aussi les recouvrements de pensions alimentaires. Quand le parent qui est censé payer une pension ne la paye pas, il y a un service à Genève, ça s'appelle le SCARPA, ça a d'autres noms dans d'autres cantons, qui peut recouvrir la pension auprès du parent qui ne paye pas et en attendant donner de l'argent à la personne lésée. Les allocations familiales qui sont censées être demandées par l'employeur, mais bien souvent, nous, en tout cas, on travaille avec des gens qui ont des revenus assez fluctuants, des missions. Il y a parfois, en fait, il faut tout le temps changer de caisse d'allocation familiale, remplir un formulaire. On rencontre des gens et on se rend compte que l'employeur n'a jamais fait ça, n'a jamais envoyé le formulaire, que pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu d'allocation familiale. Alors, on soutient les personnes pour les obtenir rétroactivement.
On fait aussi des aides on soutient certaines personnes à faire des demandes quand elles sont sans activité lucrative. C'est aussi possible, les conditions sont assez complexes. Il y a une allocation de maternité, ça qui existe partout, mais à Genève avec un supplément de 2 semaines. Dans le canton de Vaud, il y a une autre forme d'allocation cantonale qui offre une autre forme de supplément. Alors, il y a bien sûr donc, tout ce qui est prestations complémentaires, donc AVS ou AI qui sont connues, avec toujours des prestations qui peuvent être à la fois fédérales et cantonales, et puis les prestations complémentaires familiales qui existent dans un certain nombre de cantons en Suisse, mais peu. Et donc, on y reviendra après sur les conditions, mais ça, c'est très régulièrement, on fait ces demandes avec les personnes quand on se rend compte. Donc, pour ces catégories de personnes qu'on appelle parfois les working poor, qui travaillent, mais qui ne s'en sortent quand même pas, mais sont tout de même au-dessus des barèmes de l'aide sociale standard. Il y a cette prestation-là qui existe à Genève. Et puis, il y a aussi à Genève, par exemple, en ville de Genève seulement, par exemple, le canton, un supplément de 200 francs qui peut être demandé, par exemple, pour les gens avec les prestations complémentaires AVS ou AI. Ce que j'ai mis en gras, c'était un petit peu des spécificités genevoises. Il y a l'allocation logement qui existe à Genève aussi, qui est un complément pour payer son loyer, qui est versé à la personne. Là aussi, il y a des conditions assez complexes qui dépendent bien sûr de ses revenus, mais aussi de l'âge de l'immeuble, de son taux de rendement, et voilà. Des bourses d'études. Bien sûr, on fait aussi appel à des bourses d'études privées quand la personne ne remplit pas des critères pour une bourse d'études publique. Et puis après, l'aide sociale, bien sûr, qui est le dernier maillon à Genève qui est distribué via l'Hospice général. C'était pas simple. Voilà. Ici, j'ai juste mis un tableau qui est peut-être pas très très clair chez vous, mais c'est pas très très important. En fait, c'était juste pour montrer qu'il y a ce qu'on appelle, ce qui complexifie aussi énormément les choses pour la population, enfin les personnes en besoin d'aide, c'est qu'il y a une hiérarchie des prestations sociales. Les prestations qui sont sous condition de revenus, donc on ne parle pas des allocations familiales ici, mais par exemple, qui sont données à tout le monde indépendamment de son revenu. En fait, il faut demander les prestations dans un certain ordre. Donc, par exemple, si on n'a pas si on demande des prestations complémentaires familiales et qu'on n'a pas demandé de subside, ça ne va pas. Donc, si je les lis rapidement, la première prestation, c'est le subside de l'assurance maladie, les avances sur les pensions alimentaires, l'allocation logement, les subventions pour le logement, mais ça, c'est assez spécifique suivant le type de logement, prestations complémentaires AVSAI, bourse d'études, prestations complémentaires familiales et tout à la fin, l'aide sociale. Voilà. À Genève, et aussi, c'est le cas dans d'autres cantons, il commence à y avoir un petit peu des améliorations pour se diriger vers une forme de guichet unique où ce serait plus simplifié. À Genève, ça ne fonctionne pas encore vraiment. On est obligé de remplir des formulaires pour toutes ces prestations, alors que c'est bien souvent toujours les mêmes documents qui sont demandés. Il y a ce qu'on appelle à Genève le RDU, le revenu déterminant unifié. Ça existe aussi dans d'autres cantons. Mais voilà, c'est une amélioration, mais pour le moment, il ne fait pas tout à fait ses preuves. C'est un calcul de revenus qui devrait permettre un peu une certaine automatisation dans l'octroi de certains droits. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il y a une grande marge de progression et tout ce système-là très complexe fait que participe aussi beaucoup au non-recours et au fait que les gens ne demandent pas les aides auxquelles ils et elles auraient le droit. Et donc, à Caritas, on fait beaucoup ce travail-là de aider les personnes à faire valoir leurs droits auprès de l'État, en fait. Ensuite, j'ai mis quelques aides un peu plus spécifiques. Ah, pardon, je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Pour les familles, parce que, voilà, c'est le webinaire de Pro Familia. Alors, donc, bon, il y a des aides dont j'ai déjà parlé, les allocations familiales, en général, donc, via l'employeur, qui peuvent être octroyées jusqu'à 25 ans si on est toujours en formation, des pensions alimentaires, la carte 20 ans 20 francs, qui est une carte qui donne des réductions spécifiquement à Genève dans le monde de la culture, du sport. Pour les jeunes, ouais. Oula. La carte Gigogne, ça c'est dans toute la Suisse, je crois, pour les familles nombreuses, qui donnent aussi des réductions
culturels, plusieurs endroits. Nous, on oriente aussi beaucoup les personnes vers le service social de la commune, parce que suivant les communes, en fait, il y a des aides qui peuvent être octroyées. Et là, à Genève aussi, il y a vraiment des disparités suivant les communes. Il y a des communes qui octroient des réductions pour des abonnements de transport public. Il y a des communes qui donnent des chèques pour les loisirs. Voilà, il y a juste encore sur les transports publics, bon, comme vous savez certainement, mais à Genève, il y a les transports publics jusqu'à 25 ans sont payés par l'État. Voilà. Avant, il y avait des aides, effectivement, suivant les communes. Maintenant, c'est un peu plus large, mais dans les communes, il y a des aides pour les personnes âgées, notamment. Il y a les services sociaux des écoles, où nous, on oriente aussi les personnes. Suivant l'école, il y a des petites aides possibles pour financer des fois même le camp scolaire organisé à l'école, ce qui peut parfois être, en tout cas souvent des personnes nous disent « Ah, ben, j'aimerais bien que mon enfant parte, mais je ne sais pas comment je vais payer cette somme-là », même si c'est des petites sommes. Pas que j'ai oublié encore quelque chose dans cette liste, il y a à Genève ce qu'on appelle l'allocation de rentrée scolaire aussi. C'est une aide de 130 francs. 130 francs pour l'école primaire et 150. Et 350. Non, 180, je crois. Non, c'est pas 300. Pour acheter du matériel à la rentrée. C'est un truc assez nouveau à Genève. 180 pour le secondaire. Ouais, 130 et 180. Et c'est pour la ville de Genève. Hein. Ah oui, c'est que la ville de Genève. Oui. Donc, je ne suis pas sûre. C'est vraiment un truc assez spécifique. Mais qui est très apprécié, évidemment, pour acheter des pantoufles et toutes ces choses-là, les sacs à dos et tout ça. Voilà, la carte junior des CFF, donc parfois les familles n'ont pas entendu parler, hein, qui coûte toujours 20 francs depuis des années et qui permet du coup de voyager gratuitement avec ses enfants. Voilà, les épiceries sociales, on en a déjà parlé. Et puis, je reviens juste sur les prestations complémentaires avec pour vous parler des critères. Je ne suis pas sûre si c'est exactement les mêmes critères dans les autres cantons, mais à Genève, si on est une famille monoparentale, il faut travailler à 40%. Si on a un couple, il faut travailler à 90%. Il faut avoir 5 ans de permis à Genève, mais il y a des dérogations possibles pour des personnes qui ont été régularisées, des anciennes, mais j'en parle après. Et puis, là aussi, c'est une aide qui est très bien, mais qui est très, très, très compliquée à obtenir et qui se fait sans suivi social ensuite. Les personnes reçoivent cette somme d'argent-là, mais sans accompagnement social. Et en fait, on travaille beaucoup avec des gens qui ont des salaires fluctuants. Et en fait, ils doivent toujours annoncer la hausse de revenus ou la baisse de revenus aux prestations complémentaires, qui calculent au centime près ce qui est donné, mais qui prennent souvent du temps à répondre. Et ensuite, il faut rembourser. Donc, c'est une aide qui est bienvenue, mais pas facile à obtenir. Et ensuite, il faut pouvoir gérer avec des décisions qui sont difficiles à comprendre, des tableaux difficiles à comprendre. Voilà. Ensuite, pour les jeunes en formation, j'ai mis d'autres aides, mais je crois que le temps passe un peu, mais j'ai déjà parlé de certaines choses, mais parfois les jeunes, on se rend compte aussi qu'ils ont, par exemple, leurs parents sont à l'AVS ou à l'AI, et ils n'ont pas demandé la rente pour enfants ou les prestations complémentaires liées à cette rente-là de leurs parents. On en parlait avant, les bourses publiques ou privées, on fait beaucoup ce genre de demande. Même de faire la demande de bourse publique, c'est un formulaire qui peut être aussi difficile à remplir. Maintenant, c'est de plus en plus tout est informatisé. Et puis, voilà, bien sûr, c'est compliqué pour bon nombre de gens de faire ça seul. Voilà, on oriente aussi ces jeunes vers donc les conseillers sociaux dans leurs écoles, à l'université qui peuvent faire des aides financières. Il y a les services d'exonération de taxes universitaires. On les invite à s'inscrire sur des listes de logements pour avoir des loyers bas. Et puis après, il y a des épiceries sociales aussi spéciales étudiants à Genève qui existent, une épicerie qui s'appelle la Farce. Voilà. Et puis, finalement, là, j'ai juste mis quelques points, mais je voulais vous parler d'une situation de quelqu'un donc j'ai modifié quelques éléments, mais quelqu'un que j'ai accompagné depuis plusieurs années, que j'accompagne toujours. Et puis, ça donne un peu un exemple du travail qu'on fait à Genève, parce qu'on disait,
au début, on travaille beaucoup avec des personnes sans statut de séjour à Genève, mais qui finissent par obtenir un statut de séjour. Vous aviez peut-être entendu parler de l'opération Papyrus à Genève qui a régularisé beaucoup de personnes sans statut de séjour il y a un certain nombre d'années, enfin il y a quelques années, je ne vais pas dire de bêtises dans les dates, et qui en fait continue, même si c'est pas vraiment communiqué largement. Et donc là, j'aimerais illustrer la situation de Carmen, qui est une femme qui vient d'un pays d'Amérique latine, qui est arrivée à Genève en 2013 pour travailler, qui a vécu sans statut légal ensuite jusqu'en 2025. Elle a eu un enfant né en 2018. Le père a reconnu l'enfant, mais était auteur de violences et ensuite a disparu de la circulation. Et elle, pendant toutes ces années, elle a travaillé dans l'économie domestique, donc avec des employeurs, donc dans des ménages privés, des employeurs qui la déclaraient parfois, mais bien souvent pas. Et donc, nous, dans ces situations-là, on essaye beaucoup, on essaie de discuter avec les employeurs, de les inviter à déclarer leur personne. Il existe ce système dans beaucoup de cantons suisses des chèques emploi qui permettent aux employeurs de l'économie domestique de déclarer leurs employés, en tout cas voilà, à l'AVS, en tout cas aux assurances sociales. De déclarer son employé, ça permet d'obtenir les allocations familiales, comme cette maman a un enfant, donc c'était une très bonne aide. Et puis, c'est une personne qui, petit à petit, a pu avoir davantage de revenus, des revenus déclarés, et puis qui a fini par pouvoir demander une régularisation de son statut de séjour. Donc, ça a été fait avec notre service juridique à Caritas, et elle a obtenu le permis B l'année passée. Pendant toutes ces années sans statut de séjour, il y a eu énormément de difficultés en lien avec le logement. On l'a soutenue parfois pour des aides au loyer. Bien souvent, quand les employeurs partent en vacances, les personnes ne sont pas payées. Et donc, l'été, par exemple, c'est très difficile. Et puis, dans le cadre de cette demande de permis B, on a dû aussi faire tout un travail de désendettement qui est terminé. Madame n'a plus du tout de dette. Avec donc des demandes de fonds. Carmen qui a également participé de son côté. Et puis, on a pu obtenir son assurance. Il faut savoir aussi que suivant les assurances maladie, par exemple, on peut négocier davantage des rachats d'actes de défaut de biens, donc de dettes qui dorment à l'office des poursuites. Et par exemple, avec le groupe mutuel, qui était l'assurance de Madame, on peut racheter des dettes à 50%. C'est assez nouveau et c'est pas mal. Mais par exemple, avec la CSS, on ne peut pas du tout faire ça. Et puis, ensuite, maintenant que Madame a un permis B, on l'accompagne dans le cadre du programme aussi assez récent qu'on a à Caritas, qui est justement l'accompagnement de suivi, on appelle ça suivi permis B pour les personnes nouvellement régularisées. On parle de personnes extra-européennes, hein, donc pas des personnes européennes, qui donc ont vécu pendant des années en Suisse, mais hors des circuits et qui tout d'un coup doivent se faire une assurance maladie. Je parlais des rachats d'actes de défaut de biens, mais c'était en l'occurrence pour l'assurance maladie de son fils. Hein. Madame n'avait pas d'assurance, mais son fils, oui. Et puis, donc on a dû faire une assurance pour elle, donc ce qui est un nouveau poste dans le budget, une demande de subside. Après, les impôts arrivent. Madame a aussi perdu du travail, mais cette fois-ci, elle a eu droit au chômage. Donc, c'était aussi tout un travail de remplir tous les formulaires pour obtenir le chômage. Et puis, rentre dans les critères aussi des prestations complémentaires familiales qu'elle a obtenues récemment. Et puis, là, un nouveau problème, les prestations complémentaires familiales exigent une pension du père qui n'est pas du tout dans les parages et qui vit sans statut légal dans un autre pays. Et donc, c'est assez impossible. Et donc, c'est le prochain chantier sur lequel on doit se pencher parce que les prestations complémentaires familiales donc, lui donnent moins d'argent en comptant une pension hypothétique. Voilà. Et puis, c'est un travail, cette personne-là, en l'occurrence, on essaye aussi au quotidien de viser l'autonomie de la personne, de lui donner des outils pour qu'elle puisse
ensuite se débrouiller le plus seule possible. Et c'est une personne qui a vraiment acquis beaucoup de compétences administratives et il y a beaucoup d'améliorations dans cette situation malgré des difficultés qui subsistent. Et puis aussi grâce au fait que, entre guillemets, grâce au fait qu'elle est allée au chômage, elle a pu avoir le droit à des formations, ce dont elle n'avait jamais eu le droit avant. Et là, il y a le projet justement de faire une formation dans le domaine de la petite enfance. Voilà, pour l'illustration d'une situation. Est-ce que c'est bon pour le temps? On a un petit peu débordé, je pense, mais ça va encore. C'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Super. Merci du coup à toutes les trois. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a tous appris beaucoup. Alors, on a déjà 3 questions. Donc, de nouveau, aux participants qui sont encore là, n'hésitez pas à les écrire sur le chat Q&R ou bien sur l'onglet conversation. Mais donc, alors, la première question qu'on a eue, qui était déjà dans la présentation de Sophie Croix, c'était est-ce que la Caritas régionale peut faire les démarches pour une demande de nouveau départ? Oui, donc à partir du moment où le centre que vous allez consulter est membre de Dette Conseil Suisse, celui-ci peut faire une demande pour la personne concernée à nouveau départ. Ok. Mhm. Parfait. Et oui. Pardon, on peut compléter parce que sur ce projet-là, cette erreur, moi, il me semble qu'il y avait vu que c'était quand même dans certains cantons spécifiques. Et à Genève, par exemple, on a un autre fonctionnement. Il y a un fonds social qui existe auquel on peut recourir et qui est alimenté aussi par différentes fondations et géré entre Caritas et le Centre social protestant, notamment. Oui. Et on peut faire des demandes. Donc, il y a peut-être aussi des spécificités suivant les cantons. Oui. Alors, il existe aussi d'autres fonds que le prêt nouveau départ, en effet. Ouais. Il existe plusieurs projets différents, ouais, c'est sûr. Ou c'est Caritas en Caritas régionale. Et donc une deuxième question, c'était concernant l'accompagnement de personnes sans statut. Donc ça, c'est de la part de quelqu'un qui travaille à la permanence sociale de la Croix-Rouge genevoise. Donc justement, pour l'accompagnement de personnes sans statut légal que vous proposez, nous recevons assez régulièrement des personnes qui demandent une aide financière pour loyer impayé, frais maladie, etc. Et donc, vu que votre permanence est chargée, est-ce que vous pourriez un peu éclaircir les profils qui peuvent éventuellement être aidés par vos soins? Donc, de quoi est-ce que vous pouvez prendre la charge ou bien pas? Oui, effectivement, peut-être juste dire comme on est très difficile d'accès, on a mis en place une hotline aussi. 2 fois par semaine, on trouve les informations sur notre site où on répond au téléphone. On ne donne pas de rendez-vous, mais on peut un peu dire si Caritas est le bon endroit. En fait, si ça vaut la peine de continuer à essayer d'avoir un rendez-vous chez nous. Et les professionnels peuvent aussi appeler. C'est une permanence d'information. Je ne vais pas dire des bêtises sur l'horaire, mais... c'est 2 fois par semaine, le mercredi à 11h et le jeudi à 13h. 13h. Ouais. Et voilà, mais autrement, nous, notre critère, c'est un critère qui est des fois qui est souvent un peu subjectif, parce qu'on justement, on n'est pas dans l'aide sociale standard, et donc c'est nous aussi qui fixons nos propres critères qui parfois peuvent évoluer suivant la situation et les fonds qu'on a à disposition. Mais nous, on a besoin de voir que ça fait sens. Ça veut dire que un loyer, par exemple, on va pouvoir entrer en matière si on voit que le mois d'après, la personne pourra reprendre elle-même le paiement courant. C'est vraiment ça qui est important. Si la personne a déjà de nombreux mois de retard et puis ne peut plus, n'a plus aucun revenu, ben on va malheureusement... c'est un coup dans le vide, en fait, parce que ça va juste... c'est un petit pansement et ça ne va pas faire changer la situation. Donc, pour ce genre de demande-là, ça peut être délicat, mais comme le dit Louis, c'est vrai qu'on considère, on va vraiment regarder un peu ce qui vient après aussi pour voir les perspectives et surtout s'il y a
un risque de perte de logement, parce qu'à Genève, bon, c'est le cas dans beaucoup de cantons en Suisse, mais la situation, elle est très, très tendue et retrouver un logement, ça relève de l'impossible. Donc, c'est sur ces questions-là, on va être très, très attentif et souvent, ben, on va, on va intervenir. Mais pour autant que ça soit pas déjà, ou comme une prime maladie qui serait pas payée ce mois-ci, alors qu'il y a déjà des retards depuis X mois avant, on va, et qu'on sait que par la suite, ça ne sera pas payé non plus. Est-ce que c'est sur ce poste-là qu'il faudra se pencher spécifiquement ou regarder la situation sous un autre... Alors, si on n'intervient pas à ce moment-là, peut-être qu'on va de toute façon conseiller, réorienter, essayer d'expliquer au mieux à la personne, parce que c'est pas facile d'avoir attendu qu'on lui réponde et éventuellement qu'on la redirige, mais on essaye aussi de porter de l'attention à cette redirection et qu'elle puisse comprendre. Et peut-être qu'elle reviendra dans quelques mois aussi, dans quelques temps, selon l'évolution de sa situation. Mhm. Et pardon, encore juste sur les autres aides qu'on peut faire peut-être plus facilement, c'est comme on disait, notamment pour les personnes sans statut de séjour qui n'ont pas d'autre endroit où s'adresser, on va faire des aides pour les lunettes, par exemple, pour du dentiste, même si à Genève, par exemple, avec la Croix-Rouge, il y a la permanence dentaire de la Croix-Rouge, qui est un nouveau projet qui offre des soins dentaires à coût très symbolique aux personnes précaires. Et dans ces cas, justement, où vous n'êtes pas forcément, vous pouvez pas aider, qu'est-ce que vous conseilleriez? C'est à qui est-ce qu'il faut faire appel plutôt? Est-ce que c'est à la commune ou à l'aide Ça dépend de sociale qui ou on bien parle là, parce que la question de la Croix-Rouge, c'était sur des personnes sans statut de séjour. Et puis, du coup, oui. ces personnes-là, elles ont accès à aucune autre aide. C'est pour ça que, effectivement, on ne va pas les adresser à la commune et à l'aide sociale. Et donc, c'est vrai que c'est souvent nous, un peu il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs qui pourront faire des aides financières. C'est ça. Et c'est vrai qu'on pourrait, par exemple, entrer en contact avec elle à travers nos permanences bons ou au moment de donner un bon pour les colis du cœur, ben on va accorder de l'importance à ce moment-là et voir avec elle un petit peu quelle est sa situation pour peut-être lui donner aussi des informations sur les risques qu'il y a, par exemple, en lien avec les sous-locations. On va essayer de donner un maximum d'informations à ce moment-là pour lui, disons que c'est des conseils qu'on peut lui donner pour qu'elle évite peut-être de tomber dans certaines difficultés qui pourraient se présenter à elle. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Ça, on en est bien conscient et on n'a pas non plus, nous, des moyens. On n'a pas de baguette magique, malheureusement. Mais on essaye voilà, de donner, de renforcer le bagage de ce qu'elle pourrait avoir comme outil pour se débrouiller à Genève. On va essayer de faire. Ouais. Et justement, de la même personne, donc il y avait une question qui est un peu plus, enfin, qui allait dans le même sens. Donc c'était, est-ce que dans le cas d'une personne sans statut légal, avec des dettes uniquement auprès des HUG, est-ce que dans un premier temps, il faudrait orienter la personne vers le service social des HUG avec le principe de subsidiarité ou bien... Alors, c'est vrai que c'est un cas assez précis, parce que je ne sais pas si ça va parler à des personnes qui sont dans d'autres cantons, mais en fait, bon, parce que les personnes sans statut de séjour peuvent avoir parfois des frais médicaux pris en charge par les HUG, même si elles n'ont pas d'assurance maladie, mais c'est sur évaluation du service social. Et puis, c'est vrai que parfois, il y a des couacs, et puis ou parfois on leur demande des participations qu'elles n'arrivent pas à payer, et il y a des dettes qui arrivent. Le service social des HUG peut parfois, si la facture n'est pas encore en poursuite, en fait, essayer de faire annuler la facture, mais ils ont leurs critères. Et puis autrement, nous, les dettes en général des HUG, on arrive à les racheter à 50%, ou même des fois un peu, avec encore un rabais plus élevé. Voilà. D'accord, ok, merci. Donc une autre question qui vient d'arriver, c'est quel type d'aide est-ce qu'on peut donner aux personnes âgées de manière globale? Est-ce qu'il y a Je des sais aides pas si Sophie veut spécifiques répondre. peut-être? Ouais. Je sais pas. Alors, comme ça, bon,
il y a les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, je pense à ça. Donc ça existe sous deux formes. Il y a la forme fédérale, donc vous avez certaines conditions d'octroi fédéral, et dans certains cantons, vous avez également une possibilité d'obtenir des cantonales, donc prestations complémentaires. Il faut remplir certaines conditions, bien évidemment. Notamment, il y a un seuil de fortune, il ne faut pas avoir dilapidé trop rapidement son deuxième pilier. Il y a enfin, certaines choses à remplir. Comme ça, je ne sais pas si vous pensez à autre chose, spécifiquement pour les personnes âgées. Alors, c'est vrai que nous, à Genève, on n'est pas forcément à Caritas Genève spécifiquement les mieux outils. Je parlerai plutôt de Prosenectute, vers qui on adresserait les personnes qui viendraient vers nous et qui, eux, ont l'habitude d'accompagner ce public. Mais Et qui peuvent faire des aides financières ponctuelles, justement pour des frais qui ne sont pas payés par des prestations complémentaires ou des factures inattendues, ou donner des fois des aides en attendant l'octroi des prestations complémentaires qui prennent du temps. Ouais, et à Genève, il y a maintenant un fonctionnement suivant dans certaines communes. C'est la commune qui fait office de service social pour les personnes âgées, et parfois c'est la commune qui mandate Prosenectute. Donc c'est assez compliqué, ça dépend vraiment de sa commune. Ok. Sinon, alors, concrètement aussi, pas dans le cas donc, d'une personne sans statut légal, si quelqu'un est dans une situation de surendettement, c'est quoi la marche à suivre? Donc, c'est quoi le premier appel à faire? À qui est-ce qu'il faut, enfin, les premières étapes à suivre? Je, je peux commencer une réponse et on complète si ça me va. Bah déjà, si on se rend compte qu'on est dans une situation de surendettement, enfin, la première chose à faire, c'est demander de l'aide, hein. Ça, je pense que c'est le message qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui. Il faut demander à un service de votre région, donc typiquement bah, Caritas Genève si vous êtes à Genève, ou bien un autre service, il y en a partout. Vous avez aussi la liste des services dans votre région sur le site d'Aide Conseil Suisse. Vous pouvez mettre, donc c'est un site internet, il est bien fait, enfin sans, c'est pas moi qui le fais, hein, mais sans, je trouve assez instinctif. Et vous pouvez mettre votre code postal ou le nom de votre ville et vous avez directement le nom des services qui sont autour de chez vous. Donc là, vous pouvez directement prendre un rendez-vous. J'aimerais bien vous dire que vous avez un rendez-vous le lendemain matin à 8 heures. On a eu un groupe de travail dernièrement. La réalité, elle n'est pas là, hein, bien évidemment. Mais plus vous vous adressez tôt et plus vous demandez de l'aide tôt, plus vous avez de chances de, de, de faire quelque chose rapidement, bien évidemment. Et je pense qu'il faut commencer par là. Et ensuite, en parallèle, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est aggraver en demandant un crédit à la consommation et que c'est taux usurier. Ça, c'est une solution sur le très très court terme. On reçoit l'argent, mais ce n'est pas une solution viable parce que au tout début, c'est clair, il y a du cash qui tombe, c'est bien. Mais dès qu'on doit commencer à rembourser, on se rend compte que enfin, c'est la catastrophe. Et du coup, enfin, il y a certains qui arrivent, hein, bien évidemment. Hein, c'est pas, si vous avez ça, c'est pas fini, on est bien d'accord. Hein. Mais je pense qu'il faudrait plutôt aller vers un service spécialisé. Je pense et j'en suis sûre que demander de l'aide justement à ces crédits à la consommation ou ces acteurs privés. ouais. Et peut-être savoir aussi qu'après, le travail sur le désendettement, il va prendre du temps et qu'il ne démarrera pas vraiment avant que la personne ait un peu stabilisé sa situation courante. Donc, quand on voit qu'elle arrive à payer ses factures courantes, qu'elle est en mesure de le faire, alors on sait qu'elle n'est pas en train de creuser sa dette au niveau de l'assurance maladie. Parce que souvent les gens pensent que ben, je vais d'abord payer les 6 mois arriérés et ensuite, mais non, en fait, on comprend tout à fait qu'on a envie de faire ça, de résoudre les problèmes antérieurs, mais en fait, il faut vraiment voir avec elle qu'elle puisse
stabiliser le courant, on laisse de côté les dettes pour un temps, ça ne va pas trop évoluer, hein, et dès que la situation est un peu stabilisée, alors on commence à regarder par quel bout commencer. Mais si elle n'a pas les moyens financiers de le faire parce qu'elle est au minimum vital, c'est clair que ce ne sera pas le bon moment pour... et voilà, il faudra voir avec elle par comment s'orienter, s'il faudra songer à des demandes de fonds. Enfin, c'est tout un processus, en fait, qui va s'enclencher et voilà, qui demande beaucoup de courage aussi, hein. Mhm. Ok, on a une précision donc par rapport au service de soins dentaires de la Croix-Rouge. Mhm. Euh, alors, on nous dit, je me permets juste de préciser qu'un des critères essentiels pour accéder à la permanence de soins dentaires de la Croix-Rouge genevoise, pour cela, il faut que la personne puisse justifier d'une présence, pas forcément d'une domiciliation de 2 ans sur Genève. Preuve à Mhm. l'appui. Mhm. Donc c'est aussi Oui. possible sans statut légal. Voilà, donc juste une Mhm. précision. Mhm. Et donc une autre question euh, par rapport au... Alors, les prestations transitoires chômage, donc entre la fin du droit au chômage et la retraite pour les personnes de plus de 60 ans, et Mhm. avec différents critères, sont largement non demandées et les quelques demandes sont souvent refusées. Est-ce que vous avez déjà sollicité cette prestation et si oui, comment cela s'est-il déroulé? Je sais pas si Sophie veut dire quelque chose en amont sur ça, mais Non, alors moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je vous laisse volontiers la parole. moi, j'ai pas grand-chose à dire non plus parce que donc ça existe depuis quelques années. Effectivement, ça a été très très peu sollicité. Je sais plus, les chiffres étaient sortis, avaient été communiqués publiquement il y a quelques mois. Et en fait, là aussi, c'est très compliqué. Moi, par exemple, les critères pour y avoir droit sont très complexes et sauf erreur, au sein de Caritas Genève, on l'a fait qu'une fois. Euh, et je crois que ça a marché. Ouais, c'était Gianna. Mais voilà, peut-être que des fois, on n'y pense pas forcément ou que c'est pas totalement notre public non plus à Caritas. Mais ouais, il y aurait, en tout cas, je crois que il y aurait matière à revoir. En fait, elles ne touchent pas leur cible, effectivement. C'est possible. Mhm. Ouais, le fait que vous ayez fait qu'une seule demande dans ces années-là explique aussi le fait que ça remonte pas chez moi parce que, enfin, instinctivement, si vous faites pas la demande, du coup, vous n'avez pas un refus à regarder s'il y a des chances de succès dans un recours. Enfin, je pense que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas j'ai pas d'expérience avec cette question-là. Mhm. Ok. Et pour revenir justement à ce que vous disiez avant, donc par rapport à enfin, demander de l'aide, que c'est ce qui est le plus important, euh, bah, bon, quitte à se répéter un peu, c'est quand vraiment la ligne rouge, le moment où il faut demander de l'aide? Est-ce qu'on peut le faire déjà avant de se retrouver dans le surendettement? Est-ce qu'il y a des signaux avant-coureurs? Un signal qui peut beaucoup inquiéter, c'est que d'avoir des dettes à l'office des poursuites, ça peut être un très, très, comment dire, par rapport à la recherche de logement, par exemple, ça peut être rédhibitoire, quoi. On sait, il y a beaucoup de personnes qui mettent ça en avant. Je veux absolument euh, Me désendetter. me désendetter parce que c'est plus possible, je pourrai jamais trouver de logement, il faut que je trouve un logement. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Aussi pour l'accès à certains emplois, ça peut être aussi très... euh, c'est une pression que les personnes ressentent, hein, parce qu'elles ont l'impression que voilà, elles vont avoir de la difficulté. Euh, Mais il y a beaucoup, beaucoup de raisons parce que effectivement, même si la personne ne va pas faire appel, elle le vit difficilement et ce pas des sujets qu'on aborde facilement, qui sont souvent euh, retenus et qu'on n'ose pas partager avec ses proches. Il y a des gens qui cachent, parce que voilà, c'est pas facile d'en parler. Mais,
Et justement, par rapport à ça, en tant que proche ou même en tant que personne externe en général, comment est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui est dans une situation de difficulté financière? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou bien pas forcément? Bah, je dirais lui donner lui donner les ressources. Et puis Ouais. peut-être, déjà, je pense juste d'en parler, de dédramatiser les choses, de sortir justement du tabou. Des fois aussi, ça peut être lié à comment on appelle ça? Oui, des fois, ça peut être couplé aussi avec une forme de phobie administrative, ou enfin, le mot phobie est peut-être un peu fort, mais des fois, ça peut être du soutien d'avoir quelqu'un qui fait la démarche avec nous, en fait, de proposer à son proche, bah, si tu veux, on appelle ensemble, ou on envoie un mail ensemble, ou je t'accompagne à ce rendez-vous. Je pense que ça peut être bien, voilà, de lui dire, mais je suis là pour t'aider. Il y a des choses qui existent. Essaye. Ouais. Donc, sinon, alors une autre question. Voilà, vous avez dit que les procédures d'assainissement offrent pas forcément de bonnes solutions, mais donc concrètement, ce que vous privilégiez, c'est justement les procédures extrajudiciaires, c'est bien ça? Ou bien... Oui. Bah, ça dépend de chaque cas concret. C'est difficile de dire que je sais pas, le règlement amiable des dettes n'est jamais une bonne solution parce que bien sûr qu'il y a des cas où c'est peut-être la bonne solution. Mais en fait, le problème de la faillite personnelle, c'est que c'est pas une procédure d'assainissement. Vous allez toujours avoir vos actes de défaut de bien pré-faillite, enfin, qui sont valables 20 ans, qui sont relancés aux poursuites, ça, ils sont de nouveau valables pour 20 ans. Et donc vous aurez peut-être dès qu'elle est acceptée par le juge, vous aurez plus de saisie de salaire, mais vous avez toujours ces dettes qui existent, donc c'est pas une procédure d'assainissement. Et puis le concordat extrajudiciaire, ce qu'il y a c'est moins lourd, donc c'est une procédure moins lourde. Enfin, vous ne devrez pas payer, avoir des frais de justice pour faire accepter votre concordat. Et c'est peut-être la solution la plus simple pour une personne physique actuellement, enfin, pas pour elle-même, je dis, mais en tant que non-entreprise, c'est peut-être la solution la plus accessible. Mais dire que c'est toujours la meilleure solution, je ne sais pas, parce que bien évidemment qu'on va trouver un cas où ce ne sera pas la meilleure solution, mais c'est peut-être la plus accessible en tout cas. Si vous voulez compléter avec votre expérience peut-être plus pratique. Non, bah, en fait, on attend des améliorations aussi, comme tu disais à la fin de ta présentation. On espère des améliorations parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'outils à disposition. Puis les outils, le concordat, enfin, c'est aussi des trucs quand même très compliqués qui prennent beaucoup. Enfin, bon, je pense que ça reste très compliqué après, mais peut-être que ce serait. Enfin, les procédures d'assainissement qui se présagent, c'est aussi la seule solution pour des personnes qui ont des dettes avec des montants tellement élevés que ça permet qu'en fait, elles mourront avec. Donc, voilà, il y a un petit peu de l'espoir en tout cas. Oui, c'est sûr. Sinon, alors, vous avez mentionné justement le fait de prendre des crédits à la consommation comme réaction parfois. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs fréquentes, enfin erreurs entre guillemets, que vous observez chez les personnes qui essaient de gérer seules leurs dettes? Ou, ouais. Il y a aussi des sociétés de désendettement qui un Caritas payant, je vulgarise un peu pour qu'on voit de quoi je parle. Et en fait, le problème, c'est que dans beaucoup de situations, il y a aussi des intérêts et des frais. Puis c'est un peu le même principe que le crédit à la consommation. À la fin, on a remboursé les intérêts et les frais de la société de désendettement, mais les dettes, elles ont que augmenté, ou en tout cas pas diminué. Je sais pas si votre expérience pratique, elle en parle autrement, mais j'ai ça aussi en tête. Des personnes prennent on parlait de ces cartes de crédit, que nous, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup de personnes qui peut-être n'ont aucune dette à l'office des poursuites, mais ont finalement des fois 10, 12 plus cartes de crédit de plein de magasins différents, toutes qui atteignent leurs limites, et puis chaque mois, en fait, jonglent avec ces cartes de crédit en payant le montant minimum de 100 francs, 200 francs, ensuite en les réutilisant jusqu'à la fin du mois pour manger. Et en fait, elles n'ont pas l'impression d'être dans une situation d'endettement, mais elles le sont complètement. Et puis nous, on leur dit, bah, en fait, arrêtez avec tout ça, coupez vos cartes et laissez-les partir à l'office des poursuites.
parfois. Et c'est difficile à entendre, mais en fait, après, on a finalement nos dettes sont réunies à un seul endroit et on peut reprendre, comme on disait, les paiements Petit à courants. petit. Mhm. Voilà. Ok. Bon, je vois qu'on n'a plus forcément reçu de questions dans le chat, donc n'hésitez pas encore si vous en avez. Si je me permets donc de résumer un peu ce que vous nous avez dit, vraiment, s'il y a un conseil donc à avoir pour les personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles, c'est donc de demander de l'aide, c'est bien ça. Et donc, je fais rappel à vous. Euh, donc, ouais, donc, encore une fois, alors pour tous les spectateurs et participants, encore, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions, que ce soit dans le chat maintenant ou bien par email plus tard. On est encore très heureux de vous répondre. Comme je l'ai dit aussi au début, le webinaire va être mis en ligne. Donc, si vous avez envie d'éclaircir certaines choses ou bien de revoir certains passages, vous pourrez le faire. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et puis nos newsletters, à vous abonner, parce qu'on va vous donner donc toutes les informations aussi par rapport au prochain webinaire. Et comme ça, vous resterez informés aussi sur tout ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup, Sophie Croix, Louise et Caroline, pour vos interventions qui ont été très intéressantes. Je pense qu'on a tous appris beaucoup. Euh, et donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne soirée encore, puisque on n'a pas eu d'autres questions. Merci à vous pour Merci beaucoup. l'organisation. Merci pour les personnes qui ont suivi.